Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. D'abord en environnement, le Kenya inaugure un système de communication crypté français pour ses parcs nationaux. La ministre de l'Environnement et le secrétaire d'État français au commerce extérieur ont procédé au lancement mercredi à Nairobi d'un réseau de radiocommunication crypté français qui permettra aux gardes de parcs nationaux kenyans de lutter plus efficacement contre le braconnage. Jeudi, Wankungu et Mathias Fleck ont lancé le premier appel radio depuis le siège du service kényan de protection de la faune sauvage, KWS, vers des patrouilles déployées dans le parc national de Nairobi. 3 des 8 aires protégées par le KWS, soit 9 parcs nationaux et 5 réserves nationales, seront à terme équipés de ce système avec pour projet de l'étendre aux 5 autres. Toujours en environnement avec les assises sur le climat à Bonn en Allemagne. Après 10 jours de laborieuses discussions, les coprésidents des débats ont promis ce matin qu'un avant-projet et 2 tests de négociation pour la conférence de Paris seraient prêts d'ici à fin octobre, soucieux de calmer les craintes d'enlisement. Marie-Angèle Gonneau. Les discussions sur le projet d'accord entamé le 1er juin dernier s'achèvent ce jeudi à Bonn en Allemagne. 10 jours se sont écoulés, mais les tractations n'ont abouti qu'à un toilettage à minima du texte issu du round des négociations en février dernier à Genève. Ce projet de texte de Genève n'a perdu selon les négociateurs que 5 à 10% de son volume, passant de 80 pages en anglais, soit 130 en français, mais sans toucher les sujets dans le fond. L'idée serait de faire émerger des options politiques pour enfin accélérer le processus, souligne Romain Benikio de l'ONG Oxfam au statut d'observateur. Au-delà des discussions sur le texte, quelques avancées notables lors des échanges bilatéraux et réunions thématiques ont été réalisées. Jennifer Morgan, experte climat au think tank World Research Institute, cite notamment la question du soutien et du financement des politiques d'adaptation au réchauffement, une revendication importante des pays en voie de développement déjà affectés par le phénomène. Seulement, tous les sujets épineux restent à l'ordre du jour. Entre autres, la question de la concrétisation des promesses financières faites par les pays développés, 100 milliards de dollars, soit environ 50 000 milliards de francs CFA d'ici 2020. Et puis la forme juridique à donner au futur accord et comment répartir l'effort entre les pays selon leurs responsabilités historiques dans les émissions de gaz à effet de serre et les impératifs de développement des pays du Sud. Les États pourraient décider de confier au président des débats, l'Américain Daniel Raif Naïd et l'Algérien Ahmed Jonlaf, le soin de le reprendre au cours de l'été. Économie à présent, les Marocains réclament davantage de produits labellisés. C'est une nouvelle culture qui s'instaure, se félicite Zineb Erati. À Chef Chawin, son unité de production de fromage de chèvre tourne à plein, preuve du nouvel essor des produits du terroir dans ce pays de tradition agricole. Reportage de nos confrères AFP. Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zineb Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio et en plus je connais cette fromagerie. Son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits de terroir.
D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 € à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 €, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Toujours en économie, cette fois-ci au Gabon, la Confédération patronale du Gabon a tenu un conseil d'administration ce jeudi dans un hôtel de Libreville. Les patrons des entreprises du Gabon ont planché sur leur rapport d'activité de 2014 et amorcé un bilan à mi-parcours de l'année en cours. Marielle Biogou. Le conseil d'administration de la CPG, la Confédération patronale du Gabon, s'est tenu ce jeudi à Libreville, la capitale gabonaise. Les chefs des entreprises, conduits par Madeleine Baird, présidente de la dite confédération, ont analysé le rapport d'activité de l'année écoulée. La dette intérieure, l'assurance des employés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, les assises nationales de la fiscalité et le code du travail sont autant de points qui ont été passés au peigne fin par les patrons. Pour ces derniers, il s'agit d'accorder une attention particulière à des questions qui ont fait l'objet de plusieurs interpellations de la part des employés courant 2014. Nous poursuivons le dialogue dans l'intérêt des membres. Nous poursuivons effectivement les discussions pour que la CNAMGS puisse répondre aux préoccupations que sont celles des travailleurs et nos actions se mobilisent pour pouvoir effectivement trouver un terrain d'efficacité entre le patronat, les travailleurs et la CNAMGS. Cette réunion, qui a enregistré la présence de l'ensemble des administrateurs de la CPG, a été le lieu pour le patronat d'évoquer les moyens nécessaires pour réduire la dette intérieure et trouver un point d'entente entre les salariés et les patrons pour l'assurance maladie obligatoire CNAMGS. La rencontre avec le président de la République et les différents états financiers de 2014 et 2015 ont été également abordés. Il ne reste plus qu'à les concrétiser. Justice en bref et en images au Cameroun de sources judiciaires. La Cour suprême a confirmé mardi la condamnation à 25 ans de prison pour des détournements de fonds de l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yen Eyoun qui calme son innocence. 2 voix s'élèvent contre ce verdict. Une de ses avocates en France a dénoncé une décision unique et scandaleuse alors que les Nations Unies viennent de condamner le Cameroun pour détention arbitraire dans cette affaire. Écoutons les propos de Yondo Black, un des avocats de Lydienne Yen Eyoun. On ne met pas en prison, on ne prive pas un citoyen de liberté pour 25 ans lorsque la cause n'est pas grave, certaine. Je suis navré, attristé par le fait que Maître Yen Eyoun soit condamné après avoir rendu tant de services à l'État du Cameroun. Tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à un groupe, à une bande, à un clique qui n'a pour seule conscience que ses préoccupations personnelles. Et il n'y a plus de recours. C'est la dernière voie de recours. Sauf à faire une révision de procès. Et pour qu'on arrive à la révision de procès, c'est toute une gymnastique. C'est pourquoi il y a une commission des Nations Unies a réagi aussitôt pour dire que Maître Yen Eyoun fait partie d'un arbitrage de détention arbitraire, une privation arbitraire de liberté. Et c'est vrai. Agadez, la capitale du nord du Niger, représente aujourd'hui le dernier lieu de regroupement massif de clandestins. Avec son territoire immense, ses frontières poreuses et ses moyens limités, le Niger, voisin de la Libye, est devenu un hub malgré lui pour clandestins africains. Aziz Maïga s'en fait l'écho. Agadez, plus importante ville du nord du Niger située entre le Sahara et le Sahel. À peine arrivé à la gare routière de Niamey, les flots de ressortissants ouest-africains se ruent vers cette principale ville du nord du pays. Légendaire porte du désert située à 1 millier de kilomètres de la Libye, elle offre de nos jours les seuls couloirs migratoires encore ouverts vers l'Europe et toute la concentration de migrants s'y trouve. C'est vrai, Agadez avant, c'est vraiment c'est incomparable par rapport à maintenant, c'est différent. C'est une très très belle ville, ancienne. Et rien que pour visiter les alentours d'Agadez avant, les touristes viennent.
Mais là, actuellement, même nous-mêmes, on ne sort pas, on est enclavé, on se cache. Donc, il n'y a rien à visiter plutôt en dehors de ça. Quelques 150 000 migrants, en grande majorité ouest-africaine, sont attendus cette année à Agadez par les autorités. Selon un membre de la société civile, Agadez est devenu, il y a quelques années, un dépotoir de tout trafiquant, de tout criminel et de tous les maux qui peuvent déranger la population. Mais cette assertion est loin d'être partagée par le maire de la ville. On n'est pas un centre de criminalité comme pense le dire ou le véhiculer un certain nombre de personnes. Agadez c'est tranquille, Agadez comme on a l'habitude de le répéter, c'est paisible. C'est une ville très dynamique, très grouillante avec ses contradictions, avec un mouvement peut-être accéléré pour certains vers le développement, vers l'ouverture envers le monde tout simplement. Pour d'autres, cette rouillée s'expliquerait par la présence de l'or dans les massifs du Djadjo et du massif du mont Tamgak. Avec un territoire immense, des frontières poreuses et des moyens limités, la corruption est rampante dans cet État sahélien très pauvre. Par ailleurs, la population craint qu'Amin en profite pour étendre son influence. À l'usine STL de Lubumbashi, Jean-Paul Tavernier résume les difficultés du secteur minier liées au manque d'électricité dont souffre le Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Lubumbashi, capitale de la province du Katanga dans le sud de la RDC. La région très riche en cuivre et en cobalt est le poumon économique du pays. L'exploitation minière y est aujourd'hui florissante, mais le manque d'électricité remet en cause l'objectif de production visé pour 2017. Nous ne pouvons pas arriver à 1 500 000 tonnes de cuivre sans énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut investir dans les infrastructures d'énergie, quelles qu'elles soient. Et ces investissements se font encore attendre ou sont insuffisants pour garantir cette production. Les centrales électriques du pays sont vétustes et doivent régulièrement être immobilisées pour leur maintenance. Le déficit énergétique pour le secteur minier au Katanga est évalué à 600 MW et les industriels demandent de nouvelles centrales électriques. Mais pour l'instant, la compagnie publique d'électricité, la SNEL, se contente de réparer les centrales existantes. Avec ces travaux de réhabilitation, nous pensons que dans une année, nous pourrons... La SNEL sera en mesure d'augmenter la puissance installée. Au pied du terril qui surplombe Lubumbashi, la société STL exploite cette montagne de scories pour produire du cobalt et du zinc grâce à un gigantesque four. Des installations qui ont besoin de près de 34 MW pour fonctionner à plein régime, mais la SNEL ne fournit que 24 MW et les coupures sont fréquentes. En cas de perte de réseau, le grand four est à l'arrêt, le four induction est à l'arrêt également, toute la production est à l'arrêt. Le manque d'énergie oblige les miniers à installer des groupes électrogènes ou à importer de l'électricité des Zambie. Mais dans tous les cas, il y a des charges supplémentaires pour les entreprises. Le groupe chinois CEDEM a dû mettre au chômage technique 300 employés cette année. Nous ne pouvons pas fonctionner avec le peu de courant que nous avons, ce qui fait qu'on est obligé d'arrêter nos 4 fours et nous séparer de toutes ces personnes qui travaillent avec nous. Le problème est loin d'être réglé dans un pays à la fragilité énergétique terrible. Certains responsables politiques craignent même une aggravation de la situation à court terme. Un mot de culture dans ce journal, la 9e édition du Labo international de la Congolaise Yvette Kogile, salon qui met à l'honneur des créateurs et des marques internationales venus des 4 coins du monde, se tient depuis hier matin au dock de la Cité de la mode et du design à Paris. Un événement incontournable de la mode africaine et occidentale. Roland Diakou. Baptisé le Labo ethnique jusqu'en 2014, l'événement a changé de nom pour affirmer sa dimension internationale. Cette année, il s'agit donc du Labo international qui garde le même objectif, celui d'en faire un véritable pôle d'affaires en accueillant des créateurs de mode débutants et confirmés du monde entier et de les faire voyager à l'international. Métissage est le mot d'ordre pour cet événement. Son changement de nom s'explique après le succès escompté des années passées et par une nouvelle dimension qui brise les frontières allant vers l'international.
La Congolaise Yvette Tai Kokilei a monté un événement de mode qui est devenu un tremplin pour ceux qui se lancent pour la première fois dans l'univers afin de fusionner les talents et les compétences autour d'un laboratoire de recherche, de créativité et de métissage. Avec 9000 visiteurs en 4 jours, on peut dire que le bilan réalisé en 2014 est positif. Cette année, le concept s'est fixé encore de nouveaux objectifs et de nouveaux défis qui consistent à réunir les talents confirmés ou débutants et mettre en relation les créateurs et les acheteurs professionnels en particulier. Avec pour slogan The Fashion Revelation, après 9 ans d'existence, le labo international totalise plus de 50 000 visiteurs, 1000 marques participantes originaires de divers pays, 600 journalistes qui couvrent l'événement depuis son lancement. Un succès qui fait la fierté du monde de la mode. Sport à présent, avec cette rencontre qu'a organisée la Ligue nationale de football du Gabon, la LINAF en a profité pour présenter le bilan de la phase allée du National Foot en présence de la presse nationale. La LINAF, la Ligue nationale de football du Gabon, a organisé un petit déjeuner de presse ce mercredi 10 juin dans un hôtel de Libreville, la capitale gabonaise. Le but, faire le bilan de la phase allée du National Foot, exercice 2014-2015, qui avait démarré le 28 mars dernier. Pour Brice Beka-Djambou, le président de la LINAF, le bilan est plutôt satisfaisant et se félicite surtout de la sportivité avec laquelle les clubs ont surmonté la rude épreuve que leur a imposé le calendrier de cette première phase. Sur une durée de 2 mois et demi, les 13 clubs engagés dans cette compétition ont livré 78 matchs et marqué 173 buts. Le club de la Comilogue, Mangasport, a terminé en tête avec 30 points et celui d'Ombilan Diami, dernier avec 8 points. Seul bémol dans ce beau spectacle dépourvu de spectateurs, sur les 47 850 billets émis, seulement 24 474 ont été vendus, soit un nombre restant de 26 735 billets et une recette de 24 843 000 francs CFA. Mince pour un championnat professionnel. Pour la suite de ce championnat qui va reprendre dans une semaine, le président de la LINAF compte sur les pouvoirs publics pour lui verser les arriérés de la saison sportive 2014-2015, sans quoi le championnat ne pourra reprendre. Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus, d'hier soir, Carnot Atomomengue a reçu Uriel Abaga sur le plateau pour parler de l'Africa Progress Panel qui a rendu public son rapport sur les progrès en Afrique publié une fois par an. Kofi Annan, le président de cette organisation, en a profité pour appeler les pays africains et les investisseurs à beaucoup plus s'engager dans le domaine énergétique qui a fait énormément défaut aux pays d'Afrique subsaharienne. Regardez. Merci d'être arrivé sur ce plateau pour évoquer ce rapport annuel d'une organisation dirigée par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui montre un peu les faiblesses de l'Afrique subsaharienne en matière d'énergie. Ce rapport invite donc les investisseurs, les institutions africaines et internationales à augmenter de manière significative leurs investissements dans le secteur énergétique de l'Afrique afin, dit-il, de libérer son potentiel de surpuissance en matière de faibles émissions de carbone. C'est bien cela? C'est bien cela. Kofi Annan, qui est le président de l'African Progress Panel, a fait le constat amer que les pays africains souffrent d'un manque d'énergie, d'un manque de ressources énergétiques, une situation qui freine leur développement, qui empêche leur véritable industrialisation et qui, à terme, réduit leur production, leur croissance annuelle. Parce que comme je l'ai dit dans le reportage, la croissance annuelle de l'Afrique subsaharienne baisse entre 2 et 4% par année à cause du manque de ressources énergétiques. Nous avons pu constater, nous, vous et moi, nous vivons au Gabon, nous avons pu constater que parfois des coupures intempestives d'électricité. C'est vrai que ces derniers mois, elles ont un peu cessé, mais nous avons vu en Afrique du Sud des gens qui sont allés jusqu'à menacer de brûler la maison de Nelson Mandela qui est quasiment un mythe. Nous avons vu au Ghana des personnes qui manifestent au Nigeria et j'ai même des informations qui disent qu'au Burkina Faso, ils passent des longues périodes sans électricité. C'est le cas également en République démocratique du Congo. Donc parce que tous les pays de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Sud est à elle seule le producteur de la moitié de toute l'énergie de l'Afrique subsaharienne et toute l'Afrique subsaharienne dépense
moins d'énergie que l'Espagne. Et quand on sait que l'Espagne n'est pas la plus grosse cylindrée en Europe en matière d'industrialisation, c'est quand même un gros retard qu'accusent des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc autant Kofi Annan dénonce une situation qui est déplorable, autant il montre aux investisseurs, il montre aux dirigeants la voie à suivre pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Et donc on voit bien qu'il y a une inégalité criarde entre les ressources énergétiques en Afrique et dans le reste du monde. Et d'ailleurs, quand on regarde une carte satellitaire de l'Afrique de nuit, on voit bien que tout le continent est plongé dans l'eau noire. Alors ce rapport explique que cette inégalité, mais on sait aussi qu'un certain nombre d'organisations, d'organismes, de dirigeants ont pris des mesures pour améliorer cet état des faits. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques mois à Washington, lorsque Barack Obama avait invité les chefs d'État d'Afrique à venir discuter avec lui au sommet États-Unis-Afrique. Il avait promis un certain nombre de réalisations, notamment en matière d'énergie. Et sur ce plan-là, est-ce qu'on peut savoir à quel niveau en sont ces promesses? Je crois que les conclusions qui ont été prises au sortir du sommet États-Unis-Afrique qu'a présidé le président américain Barack Obama n'ont pas encore commencé à être matérialisées sur le terrain. Parce que même pour parler d'accomplissement, nous avons récemment vu la mise en service du nouveau parc éolien dans la zone du Cap en Afrique du Sud, mais c'est un projet qui est détenu à plus de 40% par une société française. Donc ce n'est pas les États-Unis qui ont mis la main à la pâte, ce n'est pas les États-Unis qui ont financé ce projet. Et les autres pays africains qui sont les plus concernés par l'installation d'énergie solaire, des panneaux solaires, c'est beaucoup plus des pays de la zone du Maghreb qui n'ont pas les mêmes problèmes, je le dirais ainsi, que les pays d'Afrique subsaharienne. Donc il y a la volonté certes des États-Unis d'améliorer le domaine énergétique des pays africains, parce que ces pays de l'Afrique subsaharienne accusent un gros retard par rapport aux autres puissances occidentales, parce qu'il suffit de voir juste la manière les productions annuelles, les PIB annuels des pays les plus développés pour voir que l'Afrique accuse vraiment un retard. Donc les États-Unis ne doivent pas se limiter juste aux idées, et en même temps ce n'est pas les Américains qui doivent venir régler les problèmes des Africains. Il faut que les dirigeants africains eux-mêmes arrêtent d'avoir des pensées juste politiques, arrêtent de s'affronter pour d'arrêter d'avoir des débats de bas étage. Je vais prendre peut-être le cas du Soudan du Sud, qui est déchiré par une guerre interne qui empêche les dirigeants de ce pays de se concentrer sur autre chose que les rivalités ethniques qui les opposent. Donc les dirigeants africains, en dehors de la volonté des États-Unis de les accompagner, doivent eux-mêmes faire le premier pas pour que leur pays atteigne les objectifs. Donc il faut prendre des mesures rapides pour amener ces pays à atteindre, on va dire, la vitesse de croisière proposée par Kofi Annan. Il faut prendre des mesures rapides. Quelles sont les mesures qu'on peut rapidement prendre? Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Il faut prendre des mesures rapides, parce que je crois fermement que l'Afrique du Sud a perdu sa première place de la première économie africaine en 2014 en raison des coupures intempestives d'électricité, du manque de fourniture en énergie de la société Eskom, parce qu'elle était la première puissance économique africaine. Le Nigeria l'a supplantée, et à cette époque-là, le Nigeria n'avait pas tous les problèmes d'électricité qu'elle aussi a en ce moment. Donc l'énergie, elle est importante, parce que l'énergie permet aux entreprises de fonctionner, aux entreprises de produire, elle permet une plus grande productivité, une plus grande rentabilité, et ça permet de gagner plus de devises. Et donc un meilleur développement. Un meilleur développement pour les pays. Donc les dirigeants africains doivent se concentrer sur ce secteur-là, qui est un secteur important pour leur développement, pour le développement auquel ils aspirent tous, et pour l'émergence tant vantée par les présidents de plusieurs pays africains. Uriel Abaka, merci d'être arrivé sur ce plateau. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information sur les antennes du Canal 7, la chaîne panafricaine. Bonne journée.